aller chercher des informations sur Google, taper sur les 10 premiers sites, regarder, lire tous les contenus pour essayer de trouver une information, je trouve que c'est une aberration. J'ai un top 3, moi, des sujets que les clients me demandent et les présentations, ça arrive toujours. Ça fait chier tout le monde. Toi et moi, techniquement, on serait capable là de faire un faux podcast de nous avec des nouveaux sujets hyper spécifiques qu'on traduirait même dans une autre langue et les envoyer la semaine prochaine. Hello Louis. Salut. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, super. Merci d'être là. Merci d'être venu dans cet épisode. Ça fait un petit moment que je te vois qu'on se parle sur ce sujet d'intelligence artificielle et j'avais envie que tu viennes nous parler un peu de ce que tu fais. Ouais, merci Thomas de l'invitation. Franchement, ça fait plaisir. Tu me demandais, tu soulignais ce que je faisais. Ça fait 8 ans que je travaille dans l'écosystème startup à Paris, à l'étranger. J'ai toujours travaillé dans des startups qui venaient de lever des fonds et du coup, j'ai beaucoup travaillé sur la structuration de leur process, passer de 0 à 1, de 1 à 10 et 10 à 100, etc. Et donc, c'est des process qui changent beaucoup et là-dessus, l'automatisation, ça faisait partie de mon travail pendant longtemps. Il y a quelques années, j'ai commencé à exploiter l'IA dans l'entreprise dans laquelle j'étais, qui était une fintech, où on a mis l'IA dans tous les départements, littéralement. C'était quoi l'entreprise ? C'était Louvainvest. Okay. Et en gros, on accompagnait des particuliers. Enfin, l'entreprise accompagne toujours. Ils accompagnent des particuliers à investir dans l'immobilier, que ça soit de la SCPI ou de l'immobilier fractionné. Et en fait, c'est un milieu où il y a beaucoup, étant donné qu'on travaille avec des sociétés de gestion, c'est assez chronophage. Il faut valider les dossiers, il faut envoyer les documents aux sociétés de gestion qui nous valident. Et en fait, il y a beaucoup d'allers-retours. Il y a une relation tripartite entre les clients, nous et les sociétés de gestion. Nous, on est au milieu et on doit fluidifier l'information entre les deux parties. Et en fait, on a vraiment réussi côté support à automatiser beaucoup de choses, que ça soit la gestion des documents, la signature, la validation des dossiers. En fait, on a continué aussi après côté commercial, côté marketing, et on s'est rendu compte que l'impact était vraiment énorme. Avant même l'IA générative, finalement. En fait, ça a été progressivement, c'est-à-dire qu'on a fait l'automatisation sans forcément d'IA. Après, l'IA nous a permis de débloquer des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, et super facilement. Pour donner un exemple concret directement, on a automatisé, par exemple, la gestion de documents, c'est-à-dire le remplissage des documents sur les informations des clients qui étaient enregistrées dans notre CRM. Ça, c'est une automatisation où il n'y a pas besoin d'IA, où on remplit le document automatiquement plutôt que les équipes manuellement remplissent le document. Ouais. On l'envoie automatiquement au client, il signe, on récupère, on télécharge, on le stocke, etc. Ça, il n'y a pas besoin d'IA. Par contre, nous, on va l'envoyer automatiquement à la société de gestion et la société de gestion va nous faire un retour positif, négatif, qui n'est pas standard, qui va être réalisé par un opérateur humain en nous faisant un retour sur le nom du client, il manque tel dossier, etc. Et en fait, ce qui a permis l'IA du jour au lendemain, c'est qu'on a pu analyser le texte du mail, le catégoriser, le prioriser et commencer à réaliser des actions que faisait l'opérateur humain. C'est-à-dire que s'il fallait faire un transfert, un transfert de mail au client en lui disant, ou même rédiger du coup un nouveau mail en disant ce dossier est incorrect, il faudrait signer ce document, il faudrait nous renvoyer cette pièce, la pièce d'identité, etc. En fait, ça c'est un travail très manuel et assez chronophage de le faire à chaque fois. Même s'il y a des templates, là on va gagner un temps énorme parce qu'en fait l'IA le catégorise et fait directement la rédaction du contenu et l'envoi. Au milieu, il peut y avoir une validation humaine, une zone tampon pour valider le contenu. Mais en fait, très rapidement, ça fait gagner un temps monstre sur tous les tickets, des milliers de mails que l'on reçoit chaque mois. Parce que en fait, on fluidifie l'information en temps réel, on update directement le CRM en fonction des informations qu'on reçoit. C'est le traitement du langage aussi qui a été possible par l'IA, là où avant c'était que l'automatisation d'actions et en fait du jour au lendemain vous avez pu traiter du langage et créer des actions par rapport à cette analyse-là, quoi. C'est ça. Et en fait, hyper rapidement, c'est-à-dire que on balance littéralement le contenu du mail à ChatGPT, à une IA, à un modèle d'IA, et en fait, il nous ressort directement un contenu structuré, et derrière, on peut manipuler et faire des actions. En fait, c'est ça qui est… Quand on ajoute ça, cette petite brique, dans une automatisation,
en fait, ça débloque des cas d'usage qui sont juste énormes. Et après, en termes d'impact, mais en fait, là, l'impact, il est multiple. Il est à la fois un gain de temps énorme pour les équipes, améliorer l'expérience utilisateur, puisque l'information est en temps réel. En fait, il n'y a pas besoin d'attendre le mail est reçu le vendredi soir. Pas de friction, en fait. Tu as une réponse directement. C'est ça. Et parfois, il peut y avoir un délai du week-end. Mais au contraire, nous, nos clients, c'est du B2C. Ils seraient ravis d'avoir un mail le week-end pour pouvoir traiter ce côté administratif et envoyer le document le week-end. Ils n'ont pas le temps la semaine. Et en fait, là, tu raccourcis aussi le cycle de vente. Bien sûr. Et donc, du coup, il y a amélioration de l'expérience utilisateur et impact énorme de productivité pour les équipes support. Ça, c'est juste un exemple de ce qui a pu se faire. C'est aussi pour ça que nous, chez AI Partners, on s'est concentré sur le marketing et la vente parce qu'en fait, l'IA générative, elle révolutionne le langage et de facto, dans le marketing et la vente, il y a beaucoup de langage, que ce soit du langage parlé, du langage écrit, du langage vidéo. Et il y a tout un tas d'interactions que tu vas pouvoir automatiser, de frictions que tu vas pouvoir enlever. Peut-être, c'est pas les seuls endroits, mais peut-être un peu plus qu'encore que dans d'autres secteurs, quoi. Et en fait, c'est vraiment ce choc mental que j'ai pu avoir quand on a mis en place vraiment ça, de voir que l'équipe passait littéralement de 5 personnes à temps plein à une personne qui gère ensuite que les cas particuliers, en fait, les 20% sur les 80%. Et ces 20%, ils demandent de toute manière de l'attention. Il faut manuellement traiter ces cas-là. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit, en fait, il faut partager ce contenu. Il faut partager du concret aux entreprises pour qu'eux aussi ils exploitent le potentiel de la techno. Et je trouvais qu'il manquait profondément de concret. C'était à une époque où on voyait un peu le potentiel de la techno, mais sans vraiment l'utiliser. C'est marrant que tu parles de choc mental parce que moi, c'est un peu comme ça que je l'ai vécu aussi. Oula, là, il se passe un truc quand même. Et bon, après, moi, je l'ai exploité par les études des modèles, etc. Et puis après, on a fait autre chose. Toi, du coup, ce choc mental, il t'amène à faire quoi? Qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui sur l'IA générative? Ouais, en gros, ce choc mental, franchement, c'est une bonne notion. Non, mais enfin, c'est en gros, ce que j'ai voulu faire, c'est OK, il faut partager tout ce que j'ai pu mettre en place, tout ce que je peux voir aussi sur le marché, au plus grand nombre, à des personnes qui sont des opérateurs, qui peuvent agir dans l'entreprise, parce que c'est pas seulement les dirigeants, entrepreneurs, mais aussi en tant que salarié, on peut avoir un impact sur son quotidien et juste en fait arrêter de faire des choses qui sont répétitifs, chronophages, à faible valeur ajoutée dans un premier temps, et après même aussi automatiser des choses qui sont à plus forte valeur ajoutée. Tu penses à quoi par exemple? Là par exemple, je pense à quoi sur la partie tâches faible valeur ajoutée ou forte valeur ajoutée? C'est pas très clair, mais sur la partie tâches à faible valeur ajoutée, on en reparlera, mais c'est souvent un peu plus clair sur la partie tâches à forte valeur ajoutée. Ça m'intéresse de voir les exemples que tu as en tête sur ce sujet-là. En fait, sur les tâches à faible valeur ajoutée, juste, il y a des gens qui passent encore du temps à faire des copier-coller. Juste aujourd'hui, vraiment en 2024 et même là, encore plus en 2025, aller chercher des informations sur Google, taper sur les 10 premiers sites, regarder, lire tous les contenus pour essayer de trouver une information, je trouve que c'est une aberration. Mais c'est vrai. Enfin, aujourd'hui, une personne qui... On fait plus ça en tout cas. En fait, c'est une aberration dans le sens où il y a des outils qui sont à disposition, qui sont gratuits pour permettre d'avoir une réponse en instantané d'une requête. Si on passe encore du temps à regarder et tous les sites qui sont indexés, recroiser les sources pour se dire ah ok, c'est ce chiffre-là, cette information qui m'est utile, en fait, le temps que tu as passé à faire ça, c'est monstrueux. Tu penses que c'est suffisamment fiable, les outils qui te permettent justement de digérer tout un tas de sources et de te donner une réponse pour les utiliser de façon sereine? En gros, pour moi, par exemple, un exemple concret, Perplexity, qui est un outil qui est un moteur de réponse. C'est pas un moteur de recherche. On met une requête, on met des mots-clés, des instructions, peu importe. Il nous renvoie une réponse résumée des résultats de Google. Donc, c'est exactement le travail qu'on aurait fait en tant qu'humain. C'est-à-dire qu'il va se taper les 10 premiers résultats, grosso modo. Il va même te partager les liens qu'il a regardés. Il va te résumer tout ça. Et à chaque phrase, il va te mettre une petite source de où il a pris l'information. Donc, en fait, là, pour moi, il n'y a même pas une question de fiabilité. Là, en fait, c'est juste, il récupère l'information,
il la résume et il la met en forme pour toi. C'est pour moi complètement différent de ce que on peut avoir sur un modèle d'IA sur ChatGPT, parce que ChatGPT, lui, il va pas récupérer des informations sur Internet. Je parle pas de la fonctionnalité Search GPT, Ouais, bien sûr. mais la fonctionnalité de base, quand je envoie des instructions sur ChatGPT, il va imiter ce qu'il a pu récupérer comme données pour me donner une réponse. Et dedans, il peut y avoir des hallucinations, il peut y avoir des erreurs. Mais en fait, si j'utilise des outils comme Perplexity ou SearchGPT qui se concentrent sur le web, c'est exactement ce que je fais en tant qu'humain. Bon, bah là, il n'y a pas de sujet de nation, de fiabilité. J'aime bien que tu parles de moteur de réponse. C'est un bon concept aussi, je trouve. Effectivement, il te fait une réponse directe. Moi, je trouve que Perplexity, c'est exceptionnel. En plus, tu peux changer tes sources. Tu checkes les sources. S'il y a une source qui te semble pas cohérente, tu l'enlèves et donc il te refait une réponse par rapport aux sources que tu veux. Il y a un cas d'usage où j'ai trouvé que c'était moins bon. C'était sur dès qu'il doit faire des calculs. Parce que s'il doit faire des calculs, ce qu'il va faire, c'est qu'il va. Moi, je l'avais fait sur les élections Américaine, européennes, non, Ok. françaises, Ok. en France, sur les élections Législative. législatives, pardon. Et en fait, il avait sorti des chiffres qui n'étaient pas les bons parce qu'il avait pris un chiffre à droite, un chiffre à gauche et il avait fait des calculs qui n'étaient pas parfaits. Donc, c'était la seule petite limite que je voyais. Sur le reste, c'est vrai que c'est tellement plus pratique. Et puis en plus, tu as raison, souvent, c'est relativement fiable. Tu te rends compte que si tu l'A/B testes avec d'autres choses, en fait, tu arrives tout de suite avec le bon sujet, quoi. Ouais. Bah, en fait, moi, il y a des aberrations qu'on avait avant et qu'aujourd'hui, on ne devrait plus avoir. C'est un réflexe, on devrait, pour revenir sur l'aspect du choc mental, on devrait se faire violence en disant « Ah, j'ai cette habitude d'aller sur Google, il faut que j'arrête. » Enfin, alors bien sûr, c'est pratique, on a l'habitude de l'interface, on sait que quand on tape météo, on a directement l'affichage des heures et c'est pratique. C'est difficile de changer son habitude, mais il y a des choses auxquelles je peux penser comme par exemple faire des présentations. Aujourd'hui, si quelqu'un ouvre un PowerPoint avec des pages blanches qui fait tout lui-même, c'est un temps monstrueux. Aujourd'hui, il devrait utiliser l'IA pour mettre en forme une première base de présentation et itérer dessus. Ok, alors Enfin, là, il y a il faut plein qu'on d'exemples fasse comme un ça. stop sur ce sujet-là parce que je pense que c'est le sujet numéro. J'ai un top 3, moi, des sujets que les clients me demandent et les présentations, ça arrive toujours. C'est dans le top 3. Ça fait chier tout le monde. C'est surtout quand tu es dans le marketing, quand tu es dans le conseil, en fait, tu passes une grosse partie de ta journée à faire des présentations et c'est hyper frustrant parce que parfois, tu as déjà la réponse et tu vas passer 3 jours à la mettre en forme. Donc, Ah en ouais. fait, c'est typiquement du temps à faible valeur ajoutée, mais nécessaire parce qu'on a pris l'habitude de faire des jolies présentations. Donc, si on prend 5 minutes ou 10 minutes sur ce sujet-là, c'est quoi un peu toi tes bonnes pratiques d'IA sur les présentations? Ouais. Bah, en fait, c'est vrai que juste avant de parler de ça, le point que tu as souligné, le problème, c'est que c'est vrai, on a tous en tête le fond, le contenu, mais le challenge, c'est de mettre en forme et suffisamment correctement pour que ça soit agréable à lire, pour pas que ça. Enfin, c'est vraiment un travail difficile. Et ce qui est super bien avec l'IA, c'est que justement, elle est très forte pour mettre en forme du contenu, que ça soit en une présentation, mais même ça peut être un article de blog, ça peut être des notes qui sont en vrac et les structurer. Enfin, Et pas trop sur le fond. C'est là que j'aime bien ces cas d'usage, c'est qu'en fait, justement, c'est hyper complémentaire. pour l'instant, pas trop sur le fond. Après, ça va, c'est qu'une question de temps. Mais enfin, sur le fond, du coup, enfin, moi, les pratiques en tout cas que j'utilise pour faire des présentations IA, c'est de utiliser un modèle d'IA comme ChatGPT, Claude, d'Anthropic, enfin, Ouais. il y en a plein, pour lui demander avec un prompt avancé de réaliser une structure précise de la présentation. Et donc, forcément, ça implique quand même de respecter les bonnes pratiques de prompting dans la structure, dans les informations, partager du contexte, potentiellement partager des exemples dans le style aussi qu'on veut. Voilà, donc forcément, plus on apporte d'éléments sans trop en apporter, parce qu'il faut quand même trouver un équilibre, ça permet en fait d'avoir une structure qui est hyper avancée dans les de slides, surtout si on utilise des modèles comme O1 de raisonnement qui permettent en fait, c'est un modèle qui va prendre plus de temps pour réfléchir, qui va découper et visualiser les étapes à réaliser pour atteindre l'objectif qui est la tâche
la tâche à réaliser. Et du coup, une fois qu'on a cette structure, on peut utiliser un outil comme Gamma App, qui est un outil de génération de slides automatique quand on partage soit des instructions, mais là, ce qui est encore mieux, c'est qu'on a déjà la structure et on a itéré sur ChatGPT avec le modèle O1 ou d'autres modèles pour avoir la meilleure structure possible. On partage ces structures à Gamma qui va générer les slides automatiquement. On a une dizaine de slides à notre disposition. Et là, en fait, vraiment, en moins de 10 minutes, par itération sur ChatGPT et sur Gamma, on a une première présentation qui est meilleure que 80%, 90% de ce qu'on peut retrouver normalement. Mais vraiment, c'est-à-dire que, sauf si la personne fait des présentations tous les jours. Mais ça sera une première base qui sera meilleure que ce que peut faire quelqu'un. Ouais, c'est ça. Je trouve que Gamma, c'est exceptionnel, sauf si vous avez déjà un très bon niveau. Et dans ce cas-là, ça peut être un peu frustrant sur les templates. Mais comme vous pouvez le customiser ensuite en l'exportant sur PowerPoint, en fait, ça peut être une première base. Juste, c'est vrai que le temps d'exécution est si rapide que partir de là, c'est intéressant. Mais oui. En fait, le travail de partir d'une feuille blanche, il est très énergivore pour un humain. On bloque un petit peu devant la feuille blanche parce qu'il faut commencer à structurer. Enfin, il y a beaucoup de travail à faire. Et donc, le fait de faciliter ça par une IA, et donc après, une fois qu'on a cette structure de slide, l'idée, c'est d'utiliser, il y a un autre outil que j'apprécie particulièrement qui est Napkin, qui permet de générer des schémas gratuitement sur la base de petits textes qu'on partage. Okay. Et donc, sur chaque slide, par exemple, on peut revenir par itération et faire des boucles avec Napkin pour générer des schémas très facilement. Tu veux dire un schéma slide ou un schéma pensée de structure que tu vas mettre sur ta slide? Un schéma que tu vas mettre sur ta slide. Ah ouais, ça, donc ça par m'intéresse. exemple, c'est des petits schémas en fait qu'on peut faire hyper facilement et c'est ce genre de schéma qui nous prend trop la tête à faire parce que je sais pas. Alors, je parle pas des pyramides qu'on peut retrouver ou des flèches qu'on peut retrouver sur des slides assez classiques, mais des schémas un peu plus avancés où il y a une visualisation qui permet en fait quand on ajoute un schéma à une slide. Pour la personne qui présente, elle n'a pas besoin de mettre beaucoup de contenu. Elle va voir les mots-clés, elle va voir la connexion du schéma. Et en fait, tout de suite, naturellement, ça va lui permettre de présenter, de s'appuyer sur ce schéma. Et visuellement, pour les personnes qui participent, c'est beaucoup plus agréable. Donc en fait, je trouve que la combinaison, un modèle d'IA plus un outil de génération de slides automatique comme Gamma et la génération de schémas, t'es pas mal déjà. Par itération, en 30 minutes, tu fais un truc de fou furieux. Nous, on a fait un exemple hier matin en formation avec des clients sur Gamma. Ils ont été assez bluffés parce qu'en fait, Gamma, tu peux également lui envoyer un template de tes propres slides avec tes codes couleurs, avec ta typographie. Tu l'importes et en fait, je trouve qu'il y a des choses qui sont frustrantes, mais il y a des choses qui sont impressionnantes sur Gamma. C'est qu'en l'important, il va tout analyser et ensuite, il va reproduire le template de l'entreprise. Donc, il a absorbé les couleurs, les codes couleurs, absorbé la typographie et il a même, ça c'était vraiment génial, il a même identifié le logo et il l'a replacé sur le template. Et donc, en un clic, ils ont eu un template avec leur logo, leur code couleur et c'était un test, je crois, sur une analyse de si on voulait acheter pas la Tour Eiffel, c'était une analyse de financement de la Tour Montparnasse. Et en fait, ça allait chercher les bons chiffres. Et le prompt était suffisamment clair et en même temps, comme tu as dit, suffisamment court pour laisser un petit peu de travail à faire. Et donc, ça a fait une structure de plan de financement avec les chiffres sur la Tour Montparnasse qui était juste dans les couleurs de l'entreprise avec le logo. Et j'étais là, ok, bon, c'était rapide quand même. Ah ouais. Non, mais franchement, c'est bluffant. Moi, il y a 3 petites fonctionnalités que je trouve hyper intéressantes sur Gamma. Rapidement, c'est sur chaque slide, on peut cliquer sur la slide et demander à une IA soit de développer des points, soit de changer le style rédactionnel. Et en fait, ça, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de revenir sur chaque petit bloc et réécrire. En fait, on peut encore faire une première passe à nouveau par une IA sur une slide en lui demandant des instructions précises de modification là-dessus. Et en fait, ça fait gagner un temps monstre. Après, on peut à la fin, bien sûr, nous-mêmes faire les modifications. Mais ça, c'est l'utilisation de l'IA, du coup, par écrit sur chaque slide. La gestion des images, ça, c'est un truc de dingue. Franchement, c'est fou. Il y a la génération d'images par des modèles qui sont de plus en plus avancés et du coup, c'est de plus en plus réaliste. Ça, c'est un point. Mais aussi, ce qui est bien sur Gamma, c'est qu'on peut récupérer directement des images qui sont en ligne hyper facilement. On peut générer des illustrations aussi. Donc, en fait, il y a... Pour moi, même ceux qui sont habitués à utiliser PowerPoint, je me dis que la gestion des images, je ne pense pas qu'elle est
aussi bien géré dans PowerPoint que dans Gamma. Et le dernier point, c'est que quand on est sur PowerPoint ou quand même sur Google Slides, on n'a aucune info, aucun analytics de la présentation. C'est-à-dire que là, sur Gamma, comme c'est hyper collaboratif, on peut publier sur le web, on peut le présenter sur le... on a en fait le temps passé sur chaque slide, le nombre de slides qui a été vu par les personnes à qui on a partagé. Et donc, le cas d'usage, pour donner un exemple après concret et relié au business, si je crée des présentations pour des prospects, que je leur envoie par mail, que je fais des séquences de mails, des présentations personnalisées, avec des logos, en fait, je vais pouvoir traquer toutes les infos, récupérer ces infos, après scorer mes leads pour les relancer. Si ils ont passé plus de temps sur une slide qui était peut-être le problème ou la solution qu'on proposait ou n'importe quoi, en fait, ou le prix, ok, le prix, s'il passe plus de temps, c'est que peut-être qu'il y a un sujet sur le prix. Donc, en fait, revenir et personnaliser la relance par rapport au prix qui semble être un sujet. Donc, c'est que l'analytics slide par slide pour identifier les potentiels bloqueurs, en fait, c'est comme si tu avais un web analytics, mais c'est un slide analytics. Tu regardes tes taux de rebond, etc. C'est vrai que c'est hyper intéressant. Du coup, c'est pour ça que je ne sais pas comment on va s'adapter, PowerPoint, etc. Mais cette accessibilité, et c'est ça qui est dingue aussi dans les outils d'IA, c'est qu'ils révolutionnent l'expérience et ils permettent à n'importe qui de pouvoir faire des choses qu'avant les experts de PowerPoint pouvaient faire. Donc, je sais pas si tu as testé PowerPoint dans Copilot. Je sais pas si tu as regardé ce que ça donnait. J'ai déjà testé, mais franchement, moi, je trouve... c'est trop mauvais. Je trouve que ça n'a rien à voir avec Gamma. Enfin, en fait... mais bon, après, je suis biaisé, c'est ma conviction. C'est vrai que c'est difficile, je trouve, un peu comme Google, par exemple. C'est un moteur de recherche. Demain, ils veulent ajouter de l'IA dedans. Du coup, ils sortent une fonctionnalité qui est AI Overview, qui, quand je tape une recherche dans la barre de recherche, j'ai directement un résumé de réponse au début, en haut. Mais après, j'ai tous les liens, etc. En fait, c'est un peu bizarre quand il y a des outils qui existent depuis des années, des décennies et qui essayent d'intégrer des fonctionnalités IA pour simplifier, mais sans repenser entièrement l'expérience. Et parfois, ça tombe un peu à côté, il y a des frictions, etc. Par rapport à des outils qui recommencent tout, comme Perplexity, où en fait, il y a beaucoup de gens qui préfèrent Perplexity à la fonctionnalité de AI Overview que pour proposer Google. Et du coup, je trouve ça difficile pour les entreprises existantes de réussir à changer de paradigme et s'intégrer dans un monde qui évolue. Ouais, c'est clair. On en a beaucoup parlé ici. Pourquoi Google n'a pas saisi l'innovation avant, alors qu'en fait, ils en avaient les moyens. C'est des choix business, c'est des choix stratégiques. Et en fait, une fois que tu es lancé et que tu as tout changé, c'est vrai que c'est dur pour ceux qui sont déjà en place, finalement, de totalement se réinventer. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer aujourd'hui, quoi. Ouais. Bon, on a parlé d'un sujet qui est intéressant, qui est les présentations. J'aimerais qu'on parle d'un autre sujet qui est toute la partie Agentic AI, les agents IA. Je sais que tu t'intéresses pas mal au sujet. Est-ce que déjà tu peux nous donner dans tes mots un peu ce que c'est qu'un agent? Ouais. Un agent IA, pour moi, c'est en fait, c'est un modèle d'IA qu'on va utiliser, qui va être autonome, qui va avoir des instructions qu'on lui partage. Et dès qu'on va lui, sur la base de ces instructions, dès qu'on lui partage des données en entrée, il va réaliser une série de tâches derrière, de manière totalement autonome, et il va directement lui donner la réponse. Et ce qui change, en fait, c'est que les agents IA, de par cette autonomie, ils n'ont plus besoin ils vont pouvoir réaliser des tâches beaucoup plus complexes, et notamment réaliser des actions sur les outils qu'on utilise, que nous, on aurait pu faire. Et donc, on va aller beaucoup plus loin dans ce que l'on peut faire aujourd'hui. Pour donner un exemple, en fait, sur ce changement, c'est qu'en gros, c'est un peu... Il y a beaucoup qui appellent ça l'automatisation de l'automatisation. Ah, c'est intéressant. C'est-à-dire que aujourd'hui, et au tout début du podcast, on a commencé à parler de l'automatisation. En fait, ça fait très longtemps qu'il y a des outils qui permettent de faire des automatisations avec si il y a telle donnée en entrée,
Si ces données est supérieure à X, alors on fait ça. Sinon, c'est ça. Après, on peut ajouter des modules, etc. Mais c'est des scénarios qui sont déterministes. C'est-à-dire qu'on doit nous-mêmes, en tant qu'humains, déterminer le scénario, les cas possibles. Et en fait, souvent, il y a des cas qu'on n'a pas identifiés. Et donc, en fait, on va faire par itération. Ça va péter. J'ai eu une erreur. J'avais pas anticipé ce scénario-là. Je vais ajouter une brique et donc un flux possible. Et je vais fonctionner par itération, mais à chaque fois de manière déterministe, avec des conditions. Là, ce qui change avec les agents IA, c'est que ils sont autonomes parce qu'ils vont être capables, en fonction de ce qu'on partage en entrée, de déterminer ce qu'il faut réaliser parmi toutes les possibilités. Et du coup, la probabilité la plus haute que, en fait, soit nécessaire de faire telle action et ensuite telle action. Et donc, il n'y aura plus besoin de partager des informations sur ce qu'il doit faire. Il va être capable, de manière autonome, de prendre la décision de la bonne action, de la bonne prochaine action. Et donc, c'est pour ça que c'est l'automatisation de l'automation. Parce que plutôt que de passer de scénarios déterministes, on va être à des scénarios probabilistes qui vont, en fait, où les agents vont automatiser ce qu'on a essayé d'automatiser. Ouais. C'est plus libre et ils sont plus autonomes. Avant, il fallait tout dessiner, tout pré-enregistrer. Et en fait, c'était juste des successions d'actions qu'on avait déjà décidées. Là, potentiellement, on leur explique plus schématiquement ce qu'il y a à faire. Et l'action, elle va être faite en semi-autonomie. Tu as des exemples de cas d'usage d'agents ou peut-être différemment, c'est quoi, toi, les cas d'usage d'agents qui t'ont le plus impressionné et ce que tu utilises le plus si tu en as déjà mis en place? Ouais. De toute façon, aujourd'hui, sur les agents IA, pour moi, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que, vraiment, je ne vois pas ce qu'il n'est pas possible de faire. Alors oui, il y a des scénarios qui sont moins, où il peut y avoir plus d'erreurs pour l'instant, parce que, par exemple, quand on partage sur la récupération de données, on va prendre un exemple. Moi, je trouve que ça, c'est un exemple hyper intéressant, parce que nous, au quotidien, on passe notre temps à aller chercher des informations. D'ailleurs, c'était une étude McKinsey qui montrait que on passe en moyenne 30% par jour à aller chercher de l'information. Que ce soit auprès de nos collègues en interne ou sur Internet, etc. De manière générale. De manière générale. Un tiers de notre temps est consacré à la récupération d'informations. C'est ça. Ok, intéressant. Et du coup, les agents IA, demain, ils auront accès directement à l'information en instantané. Et donc ça, c'est un changement énorme. Et donc, un exemple, c'est que toutes les personnes qui s'intéressent à l'IA, ils aiment bien avoir, ils vont chercher de l'information sur les dernières actualités. Aujourd'hui, n'importe qui aurait automatisé cette veille, récupérer toutes les informations, toutes les actualités, dernières actualités sur, par exemple, juste l'IA générative, les prioriser, les résumer, et cet agent pourrait même générer après une discussion, enfin un podcast, et le publier directement. Ça, c'est un exemple d'un agent IA qui va faire des actions qui sont assez différentes, de la récupération d'informations, donc du scrapping, après de la structuration, du résumé, donc analyse de texte, et après créer du contenu, passer un format textuel à un format audio, et ensuite publier. Donc en fait, il y a énormément d'actions possibles. C'était Perplexity et Agent, je crois, qui s'étaient associés, je ne sais pas si c'est encore live, pour faire un podcast d'1 minute tous les jours sur les actualités de l'IA générative. Et donc, c'est exactement ce que tu dis. Perplexity, ils allaient collecter et structurer la donnée. Ils en faisaient un transcript audio, transcript textuel à convertir en audio par Agent, qui est un outil pour faire du speech to text ou du text to speech. Et du coup, ils publiaient ça automatiquement sur les plateformes et ça faisait un podcast tous les jours automatisé à 100%, quoi. Ouais. Du coup, le point, je trouve, c'est que les agents IA, ils permettent de faire beaucoup de choses à tout niveau d'une entreprise. Là, c'est un exemple qui parle à pas mal de gens parce que la veille, en fait, dans beaucoup de métiers, on passe du temps à aller regarder les actualités sur son marché, sur sa niche. Et du coup, ça peut être sur la création de contenu, ça peut être sur la prospection, sur le support. Vraiment, les agents, demain, il va y avoir des agents à tous les niveaux d'une entreprise, dans tous les départements. C'est juste une question de temps. Et cet exemple juste d'automatiser la veille d'informations sur un marché
Et publier le contenu, pour moi, c'est qu'une question de temps avant que n'importe qui puisse réaliser ce scénario, parce que on peut critiquer sur le fait que la voix est pas encore hyper naturelle, l'intonation, etc. Mais en fait, ça va tellement vite quand on regarde sur les derniers mois. Pour ceux qui ont suivi la qualité de l'audio, de la génération audio, on est passé de littéralement un robot qui parlait à maintenant une personne qui peut avoir de l'empathie. Je vous invite, en tout cas ceux qui nous écoutent, à faire un test sur l'application GPT avec le mode vocal avancé. En fait, on voit une différence énorme, et ça, c'est sur les derniers mois. Je pense sincèrement que demain, n'importe qui pourra créer son mini-média sur son marché, sur sa niche, parce que l'IA va pouvoir traiter les informations, les structurer et les mettre dans n'importe quel format. Et en 2025, c'est sûr que une personne seule pourra créer du contenu très facilement sur un marché, sur une niche. Et ça va se démocratiser. J'ai envie qu'on creuse un peu ce sujet-là parce qu'en fait, il y a 2 points très forts que ça m'inspire. Premièrement, je pense que c'est un besoin énorme des entreprises. Nous, on a plein de clients qui nous disent, j'ai discuté avec un client, on a cette agence-là qui nous facture extrêmement cher pour nous faire une synthèse des informations du marché. Ça, c'est un retour que j'ai eu il y a quelques semaines. J'ai d'autres clients qui me disent, souvent dans les formations, ce qui revient souvent, c'est quand on fait un petit brainstorming des cas d'usage, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas s'en servir pour faire une veille? Est-ce qu'on ne pourrait pas s'en servir pour mapper les actions de nos concurrents? Donc, déjà, c'est un besoin. Et si je vais sur la finalité qui est de créer du contenu, moi, je vois un risque quand même, ou une opportunité, ça dépend dans quel sens on le prend. C'est qu'effectivement, on voit bien qu'avec l'IA générative, on peut décupler ses capacités à créer du contenu. Et ça, c'est exponentiel. C'est vraiment, on le voit. Par contre, du coup, on va se retrouver dans un monde avec beaucoup de contenu. Ça, c'est plus une barrière à l'entrée. Avant, ça l'était, ça l'est plus. Du coup, la barrière à l'entrée, maintenant, elle est sur la capacité de créer du contenu de qualité. Et ça, c'est pas forcément dans l'IA. Donc, on va se retrouver avec beaucoup de personnes qui sont capables de créer du contenu en volume, mais pas forcément de qualité. Et donc, on va se faire être un peu noyé. J'imagine un scénario, en tout cas, où on pourrait être un peu noyé dans le contenu. C'est pas facile, du coup, de s'y retrouver. Et pour les créateurs de contenu, booster à l'IA, en fait, l'enjeu, ça va être d'avoir ce côté intéressant, ciblé, pertinent, qui doit être un peu amené par l'humain. Je sais pas si ça te parle. Ah ouais, carrément. Là, tu as parlé de 2 points hyper intéressants. Pour revenir sur le premier point où tu parlais de ce besoin des entreprises de récupérer de l'information et que beaucoup d'entreprises sous-traitaient ça aujourd'hui à d'autres. C'est marrant parce qu'il y a peu de temps, j'ai partagé un système multi-agent qui récupérait des informations sur des concurrents pour réaliser des rapports concurrentiels. Et en fait, la structure, c'est que c'est un agent manager avec qui je communique sur un canal de communication qui est un canal de communication qui est souvent simplifié en entreprise. Ça peut être sur des outils comme Teams, Slack, Discord, en fait, des outils qu'on utilise en interne pour communiquer. J'envoie les informations en lui demandant fais une étude cette année sur telle entreprise et telle entreprise, un rapport concurrentiel. Et le manager va comprendre du coup que cette année, c'est 2024, qu'aujourd'hui, on est en novembre. Du coup, il y a 11 mois à analyser, qui va identifier telle et telle entreprise. Et ensuite, il va sous-traiter à d'autres agents qui sont spécialisés sur des sujets. Donc là, par exemple, dans mon exemple, j'avais un agent qui allait chercher des actualités, les actualités de l'année sur les entreprises. Ensuite, un autre qui allait récupérer des informations sur le site. Et donc, notamment son positionnement. Et par capacité de vision, on fait un screenshot de la homepage, on le partage à l'agent qui va analyser le positionnement, son branding, etc. On va récupérer aussi tous les articles de blog qui ont été réalisés. De quelle thématique il parle, quelle est la fréquence de publication, plein de sujets comme ça. Pareil sur YouTube. Donc, on va aussi avoir l'engagement, les sujets qu'ils abordent. S'il y a d'autres personnes qui parlent de leur contenu, le nombre de vues, la fréquence, etc. Dans les choses, et aussi sur les avis, Trustpilot par exemple. À la fin, il y a 5 rapports qui ont été générés sur Google Doc. Ces 5 rapports, ils me sont envoyés par mail en moins de 10 minutes. Automatiquement, j'ai rien fait. J'ai juste fait envoie-moi un rapport concurrentiel sur telle entreprise en 2024. À ton avis, ça m'a coûté combien ça?
Ben, Je- comme je te connais, j'ai envie de dire zéro. Mais si je te connaissais pas, je dirais des centaines et des centaines d'euros. Ben, le coût de l'outil pour exécuter toutes ces actions, ça m'a coûté 8 centimes. Ouais, ouais, c'est fou. En, J'étais pas loin. en moins de 10 minutes, 8 centimes pour Ouais, avoir 5 rapports complets de 3 pages en moyenne sur Google Doc, sur les entreprises que j'ai mentionnées, ouais. sans rien faire, juste en ouvrant un mail, comme si c'était un collègue qui venait de m'envoyer ce mail et qui Hmm. avait travaillé un jour entier sur le sujet. Hmm. J'ai toutes les infos. C'est ça en fait C'est vrai que le le, scrapping, c'est révolutionnaire. le- La le- capacité de scrapping des informations sur des sites, ouais, enfin, c'est fou. ce qui est fou, c'est que on peut balancer des données non structurées à une IA, Ouais. n'importe quoi. Et si on lui demande de trouver une aiguille dans une botte de foin, elle va être capable de le faire Hmm. sans souci. Et pour nous, en fait, ça nous paraît hyper complexe parce que digérer cette information et la parcourir, identifier le point, la réponse, c'est très énergivore. Mais pour une IA, c'est hyper simple. Et c'est ça qui est dingue et qui est fabuleux. Sur cette partie du coup d'analyse concurrentielle, de récupération d'informations. Après, Hyper efficace. l'autre point que tu abordais, c'était la création de contenu et comment se différencier dans un monde où chacun pourra créer son contenu. Ce qui est sûr, c'est qu'en effet, sur toutes les plateformes où on retrouve du contenu, il va y en avoir de plus en plus. Hmm. Après, les algos font déjà le tri entre les contenus qui sont qualitatifs et moins qualitatifs. Donc, après, la qualité, elle n'est pas forcément dans le fond. Elle peut être aussi dans la forme. C'est vrai. Et d'ailleurs, c'est beaucoup vrai sur les réseaux. Sur des réseaux comme, je sais pas, TikTok, Instagram, la qualité, elle va être plutôt sur la forme Hmm. que sur le fond. Et donc, après, je pense que ça va être à chacun de travailler pour apporter une différenciation sur le travail de base que peut faire une IA. Et, et, et cette différenciation, en fait, elle va permettre, du coup, d'engager les personnes qui sont sur les réseaux et du coup de jouer sur les algorithmes et de ressortir dans la masse de contenu qu'il peut y avoir. Donc, je pense qu'en tant qu'individu, il y aura beaucoup plus de contenu sur les plateformes, mais je suis pas sûr qu'on va avoir accès à beaucoup plus de contenu, mais on va pas être bombardé de plus de contenu. Dans le sens où Ouais, parce qu'il y a un tri selon toi qui est c'est ça. fait en amont. Ok, Il je y a comprends. un truc qui va se faire automatiquement. Alors après, enfin, du coup, je pense que il y aura toujours des gagnants et des perdants. Et enfin, je pense qu'il y aura, par contre, comme tout le monde peut produire du contenu, beaucoup plus de personnalisation sur le contenu. C'est-à-dire Ouais. que Ça, c'est sûr. Avec l'IA générative, en fait, comme tu as dit, si on veut maintenant créer un podcast sur un sujet très, très spécifique, presque l'automatiser avec des avatars qui vont parler de ce sujet-là, avec du transcript qui aura été fait automatiquement par l'IA, en soi, on pourrait le sortir. Enfin, toi et moi, techniquement, on serait capable là de faire un faux podcast de nous avec des nouveaux sujets hyper spécifiques qu'on traduirait même dans une autre langue et de les envoyer pour la semaine prochaine. Enfin, ouais. c'est ça, la personnalisation, elle est énorme, quoi. Ouais. Donc, je pense que un des gros points, c'est que on va aller sur l'ultra personnalisation. Ouais. Et l'ultra personnalisation, elle va être sur le sujet, mais aussi sur les problématiques différentes que peut avoir l'audience, parce que sur un même sujet, une audience, elle peut avoir différents points de vue, différentes problématiques. Ouais. Et donc, du coup, je sais pas, mais pour prendre un exemple, une personne qui souhaite s'expatrier en Espagne, si elle va s'expatrier à Madrid, elle va trouver du contenu sur l'expatriation à Madrid. Mais si elle va s'expatrier dans un quartier très spécifique à Madrid, demain, elle va trouver du contenu sur ce quartier très spécifique. Avec, en tant qu'expatrié, comment on vit. Ouais. Et en fait, cette ultra personnalisation, c'est ça qui va faire que on va avoir du contenu qu'on va trouver plus de qualité parce qu'il va répondre à une problématique encore très, plus très profonde. précise. Ouais. Il y a un sujet dont j'aimerais bien discuter par rapport à tout ça pour rester dans le monde des agents. Toi, tu as créé tes agents AI sur ces problématiques et d'autres. C'est quoi le stack ou une solution de stack technique pour faire des agents? Comment est-ce qu'on crée des agents? Ouais. Moi, je suis pas quelqu'un qui est développeur. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est qu'en fait, aujourd'hui, c'est accessible finalement cette création d'agents. Ouais. En fait, avec l'IA,
tout est accessible et le niveau d'expertise d'un sujet, il est drastiquement réduit dans le sens où n'importe qui peut être expert d'un sujet grâce à l'IA. Donc, je suis pas développeur, mais par contre, l'IA peut m'aider à être développeur ou me rapprocher d'un développeur pour faire des choses que je pouvais pas faire avant. Mais il y a des outils aujourd'hui qui sont non techniques, qui permettent de créer des agents IA. Et aujourd'hui, il y en a plein sur le marché, pour t'en citer, Relevance AI, Stack AI, Gumloop. C'est des outils qui permettent à n'importe qui de faire des agents IA. Et donc, un agent, pour rappel, les étapes, c'est j'ai des instructions, une sorte de gros prompt que je partage, comme si je le partageais à ChatGPT, mais sauf que là, je vais le partager on pourrait faire l'analogie pour ceux qui utilisent ChatGPT à un GPT, donc une version personnalisée de ChatGPT. Il a ses instructions et en fait, cet assistant qui a des instructions très précises, je vais lui connecter des outils que j'utilise et il va être capable de réaliser des actions sur ces outils pour récupérer des informations, etc. Donc, il y a quand même un travail à faire d'orchestration pour permettre à un agent IA d'avoir à disposition tous les outils et pouvoir réaliser toutes les actions qui lui permettent d'atteindre l'objectif. Donc, il y a une sorte d'architecture à faire en amont de ce qu'on va, presque un schéma en fait, de ce qu'on va vouloir lui faire, quelles vont être les actions, etc. Avant même de se parler de stack technique. Alors, c'est même pas ce qu'on veut lui faire, parce que c'est lui qui va décider ce qu'il va faire. C'est le connecter à des outils, à des sources où il va pouvoir récupérer des informations ou réaliser des actions. En fait, faut se comparer à, par exemple, nous, quand on va, rédiger un article de blog. Si je veux faire un article de blog qui est correct, je vais d'abord aller chercher une idée de contenu. Et pour chercher une idée, je vais identifier une intention de recherche. La meilleure manière d'identifier une intention de recherche, c'est d'aller sur des outils SEO qui me permettent d'identifier le nombre de recherches que j'ai sur une phrase. Une fois que j'ai ça, je vais ensuite aller rédiger moi-même mon contenu. Ensuite, je vais rédiger par exemple la structure, le titre, l'introduction, le corps. En fait, il y a plein d'étapes que moi-même implicitement je vais découper, mais je m'en rends pas forcément compte, et je vais jongler entre plein d'outils. Là, c'est un peu la même chose, c'est faire en sorte que cet agent être sûr qu'il ait bien accès aux mêmes outils qu'en tant qu'humain on utilise pour qu'il puisse faire la même chose. Et ça, tu vas le connecter avec Stack AI ou avec un outil comme Make. C'est quoi un peu toi tes outils préférentiels là-dessus? Ouais, moi l'outil que j'utilise c'est Relevance AI qui permet de créer cette architecture et de faire en sorte de connecter les agents à des outils qu'ils peuvent utiliser. Et après les outils je les connecte à des outils que tout le monde utilise aujourd'hui. C'est Notion, Il te faut une sorte de connecteur qui peut être pour toi Relevance AI ou pour d'autres. On peut le placer sur le même tableau qu'un Make ou un N8N. C'est le même type d'outil? La différence, c'est qu'un Make, c'est du déterministe. C'est que pour moi, c'est ce qu'on faisait avant. C'est-à-dire qu'on crée un scénario où on va lui dire, premier module, on va le connecter à un outil donc un module, c'est la connexion à un outil pour réaliser une action. Je vais faire du coup une première action, ensuite je vais faire une deuxième action, ensuite je vais faire une condition, etc. Mais tout ça c'est déterministe. C'est-à-dire que le scénario n'a pas d'instruction avec un objectif précis, et c'est lui qui va créer en fait à la volée la prochaine action. Et c'est ce que fait un Relevance AI. Et du coup en fait c'est ça la différence, c'est que Make c'est scénario déterministe, Relevance AI c'est du probabiliste. Et du coup, je ne vais pas dire ce que va faire mon agent. Enfin, je vais lui donner l'instruction, je vais lui décrire les outils. Tu as tel outil à ta disposition qui permet de faire ça. Tu as tel autre outil qui va faire ça. Et donc, lui, quand je lui dis, par exemple, pour reprendre l'exemple de l'analyse concurrentielle, fais-moi un rapport complet sur l'année 2024. Et bien, en fait, premier réflexe de l'agent manager, c'est d'utiliser un outil qui est d'identifier la date d'aujourd'hui. Parce que l'agent, il ne sait pas la date. Je n'ai pas précisé que c'était 2024. J'ai dit sur cette année. Donc, il va voir que cette année, il va utiliser un outil qui lui permet de savoir la date d'aujourd'hui, savoir du coup qu'on est en 2024 et que c'est 2024 cette année, qu'il y a combien de mois à analyser. Et en fait, cette mise à disposition d'outils lui permet de prendre des décisions. Ok.
Ouais, Donc, donc c'est hyper probabiliste et comment tu mesures dans ces cas-là la qualité de l'output? Et toi, tu es à l'aise avec le fait de déléguer totalement à l'agent la décision d'action? Comment tu te positionnes par rapport à ça? ouais, c'est vrai qu'il y a toujours des actions qui sont sensibles. Clairement, par exemple, on parlait de création de contenu. Publier en automatique sur son compte, Ouais. c'est délicat. Surtout que il y a toujours un risque d'hallucination, il y a un risque de biais, il y a plein de risques possibles. Donc, ce qui est bien, c'est que ces outils, et notamment Relevance AI, permettent d'ajouter une validation humaine sur des actions sensibles. C'est-à-dire que Ok, l'agent, ouais. il a... Tu gardes un human in the loop, tu peux mettre à un moment donné un endroit où tu dis attention, relecture humaine. C'est ça. Ouais. En gros, ce qui est même encore plus puissant sur Relevance AI, c'est qu'il y a un agent, il a à disposition des outils, et je peux décider si c'est l'agent qui va automatiquement utiliser et du coup par exemple publier, c'est l'agent qui va décider en fonction du sujet de publier ou de me demander la permission, parce qu'il estime que c'est un sujet sensible et qu'il y a un niveau de risque qui peut faire que vaut mieux en fait. Donc c'est lui qui décide, ou sinon il publie directement. Et je peux cocher une option. Donc ça c'est les 3 options possibles. Il le fait automatiquement, il décide, ou c'est moi qui va décider d'appuyer sur le bouton pour publier. Donc, mais en réalité, je pense que et c'est normal, on a besoin d'avoir confiance dans la techno. Du jour au lendemain, de passer de 0 à 1 sur la publication de contenu, c'est énorme. Enfin, pour nous, c'est difficile à accepter. Mais au fur et à mesure, ce qui est bien, c'est que quand on est dedans, on procède par itération, on fait des corrections, on fait des ajustements sur les erreurs qu'on estime, sur des choses qu'on n'avait pas forcément anticipées dans les instructions qu'on lui a partagées. Et donc, ça nous permet en fait que d'améliorer notre version. Et donc, c'est pour ça que moi, je recommande à chacun de commencer le plus tôt possible. Parce que le plus tôt, on va faire ses instructions, on va anticiper, y a des corriger en fait un petit peu, faire des ajustements. Le plus tôt, notre agent va être performant et va apporter de la valeur à notre entreprise. Et donc, cette vérification, elle est quand même faite si besoin, et c'est ça qui est agréable. Ouais, bien sûr. Et justement, tu parlais de conseils, de commencer tôt, et je pense que c'est un premier super conseil. Qu'est-ce que tu aurais comme autre conseil à donner pour ceux qui veulent se lancer sur la création d'agences, sur même peut-être l'IA générative de façon plus classique? Le conseil que je donnerais, pour moi, c'est un point qui est fondamental, c'est de pas le lâcher en fait. C'est-à-dire que souvent, ce qui se passe, c'est que la plupart des personnes, quand on utilise l'IA, on fait un test, on peut être satisfait, mitigé, ou on va faire un deuxième test, mais à partir du moment où on est déçu, on va arrêter d'utiliser et on va se dire, je reviens dans 6 mois, je reviens dans 1 an. Et en fait, pour moi, c'est une énorme erreur de faire ça, parce que de pas laisser la chance à une IA parce qu'elle a généré une erreur, il y a de grandes chances qu'en fait cette erreur elle vienne des instructions qu'on lui a partagées, ou des informations, ou de la manière dont on l'a orientée. C'est juste passer à côté d'une énorme opportunité, parce que dans 6 mois ou dans 1 an, en fait, ça change tellement. Ouais, c'est l'année zéro. Que quand il y a des personnes qui disent j'ai testé cet outil, c'était il y a 1 an, j'étais pas très satisfait. En fait, il y a 1 an, c'était en IA, c'est énorme. Enfin, en âge d'IA, c'est 14 ans. Pour donner un exemple, vraiment, il y a le CEO d'Anthropic qui partageait le fait que en janvier, Claude, leur modèle, était capable de réaliser 3% des tâches d'un développeur. En octobre, 10 mois après, il était capable de réaliser 50%. Quelqu'un qui testait en janvier, il n'y avait rien sur les tâches d'un développeur. S'il attendait 1 an, je pense que là, en 2025, il sera à 80-90%. Donc lui, il va passer de 0 à 1, mais il n'aura jamais eu l'opportunité d'exploiter au milieu, et surtout que s'il fait cet effort de revenir dans 1 an. Donc, et en plus là, je ne sais pas si tu as vu les dernières études, Ilya Sutskever, notamment un des fondateurs d'OpenAI, a commencé à discuter, a commencé à parler d'un potentiel plateau atteint. Donc en plus, c'est en train petit à petit de se stabiliser aussi, même si ça va continuer d'être de mieux en mieux. Mais je pense pour ceux qui ont peur que justement, ils ne savent pas par où commencer, en fait, finalement, c'est en train de s'installer petit à petit.
c'est plus simple de commencer aujourd'hui qu'il y a un an parce que déjà les outils commencent à être un peu plus fonctionnels, même s'il y a toujours des innovations tous les jours. En fait, ça commence petit à petit à s'installer de façon un peu plus calme presque. Enfin, en tout cas, je l'espère. C'est tellement. Bah, moi, j'aurais tendance à dire que je suis partagé là-dessus parce que pour moi, il y a 2 points que tu as mentionnés. Le fait que ça commence à être plus simple d'utiliser l'IA. Oui, c'est plus simple d'utiliser l'IA parce qu'il y a moins d'hallucinations, parce que quand je mets un prompt basique, je vais avoir un meilleur résultat qu'il y a 6 mois quand je mettais un prompt basique. Parce que les modèles sont capables de mieux digérer des prompts qui sont extrêmement basiques. Mais une personne qui a commencé à 6 mois, elle a une avance phénoménale sur une personne qui commence maintenant. Parce qu'en fait, elle comprend. En fait, elle a utilisé énormément, elle a passé énormément de temps sur les différents outils. Elle sait comment un outil fonctionne, ce qui marche pas. Et en fait, ça, c'est juste un temps d'avance qui est énorme. Alors après, il peut être aussi rattrapé sur une personne. Mais en fait, il y a un état d'esprit quand même, une acceptation d'être disrupté, d'être disrupté soi-même. C'est moi-même de se changer en fait. En fait, de changer ses habitudes, d'accepter en fait que potentiellement l'IA peut faire des choses où en fait on passait 80% de notre temps à faire avant. Et qu'il faut accepter qu'en fait l'IA le fait et nous on va pouvoir faire autre chose. Mais s'il n'y a pas cette logique d'acceptation, en fait il va y avoir toujours des frictions et la personne, même si elle revient dans 6 mois et c'est plus simple, ben elle va retourner dans son quotidien, elle va pas changer ses habitudes, elle va pas forcément se remettre en question. Et bon, ça c'est le point que je tenais aussi à partager. Ouais, c'est intéressant. C'est pas parce que c'est plus simple que en fait c'est pas parce que les modèles sont plus performants que c'est plus simple pour la même personne de l'utiliser. Ouais, si tu as commencé plus tôt, tu t'habitais plus tôt et plus tu te fais à toi-même cette conduite du changement, plus vite ça va être simple pour toi, quoi. Ouais, donc c'est plus un état d'esprit. Et après, sur la question du plateau, en fait, ce qui est difficile, c'est que on en a parlé, hein, l'évolution elle est tellement importante que les benchmarks, donc c'est les outils de comparaison pour, enfin pas les outils, mais les outils, en tout cas ce qu'on utilise pour comparer les modèles, ben aujourd'hui, ces benchmarks sont plus d'actualité. C'est-à-dire que en fait, on atteint un niveau tellement avancé que comme on dépasse les capacités humaines sur plein de sujets, on n'est plus capable, nous, d'avoir un benchmark qui va différencier le niveau d'évolution d'une IA. Aujourd'hui, on le voit, hein, sur la plupart des benchmarks, on a ce niveau de plateau parce que on continue d'utiliser un benchmark qui était valable il y a 10 mois, où avant, ils étaient passés on avait une note de 0 à 100. Alors, je pense que c'est plus la mesure. C'est la mesure dans le sens où avant, on était de 0 à 100, on était à 10, 20, on passe à 30, 50, 60, 80. Et aujourd'hui, on s'étonne que on est à 80, 82, 85 sur ce benchmark-là. Mais en fait, il y a des évolutions qui sont réalisées, mais juste qui sont pas si simples à mettre sur un benchmark. La réduction d'hallucinations, par exemple. Il y a plein de sujets, la gestion des données, comment avoir des données de meilleure qualité en entrée pour entraîner les modèles, et en fait qui permettent après de passer ce soi-disant plateau. Et je pense que c'est qu'une question de temps avant qu'il y ait des gros déblocages. Et du coup, c'est de se dire que les modèles IA tendent aujourd'hui vers un niveau que l'on connaît actuellement. Vu le potentiel et les agents IA dont on parlait, on est très loin de ça encore. Je pense que c'est que le début encore de ce que l'on peut connaître en termes d'impact sur l'entreprise, sur notre quotidien. Top. Bah écoute, merci beaucoup. Si on veut te retrouver, où est-ce qu'on peut suivre un peu ce que tu fais? Ouais, on peut me retrouver sur LinkedIn. J'ai une newsletter aussi sur Substack et j'ai une chaîne YouTube également. Ok. Donc, vous pouvez me retrouver j'ai une communauté aussi pour ceux qui souhaitent progresser et s'entraider sur l'IA. Donc voilà. Top. On mettra tout ça en commentaire. Merci, c'est cool. Merci beaucoup. C'est top, merci.